Merci. Oui, c'est avec beaucoup de plaisir, un peu d'émotion aussi, que je vais essayer de parler de Vincent dans le registre que vous avez situé, en me demandant d'ailleurs si je ne suis pas un peu hors sujet, parce que je vais surtout essayer de montrer comment Vincent utilisait les idées pour essayer d'impulser des actions, le changement. C'est plutôt dans cette optique-là que de pourfendre en soi des idées reçues. Alors comme vous le savez, dans les jours qui ont suivi sa disparition brutale, Vincent Merle a fait l'objet finalement de caractérisations assez convergentes où les uns et les autres disaient mais c'était à la fois un chercheur, un professeur, un innovateur, également un organisateur, etc. Donc beaucoup de registres qui se cumulé dans une personne, autant d'activités d'ailleurs qui chez lui étaient indissociables, qui ne pensaient pas comme séparés, tant il savait les mobiliser conjointement au service d'une même cause, un même projet, avec des dosages d'ailleurs très subtils, qui étaient un peu sa marque de fabrique, je dirais. Et c'est ainsi qu'il parvenait à remettre en mouvement des situations qui paraissaient très figées, parce qu'il savait prendre un détour que personne n'avait vu venir, ou à bousculer donc des idées trop arrêtées en point d'empêcher tout dialogue. C'est d'ailleurs en agissant sur ces deux registres, la conciliation d'intérêts organisés et puis le débat ouvert, en l'occurrence sur la certification et la qualification, qu'il a fait advenir la loi de 2002 qu'on connaît tous, donc installant la validation des acquis de l'expérience dans la législation française. Mais au-delà de cet art de la discussion et du compromis, se profitent de mon point de vue deux lignes de force, deux référents majeurs qui n'ont cessé d'inspirer les prises de position de Vincent tout au long de ces années, dédiées, nous semble-t-il, dans des configurations et des statuts variés, à la rénovation, je dirais, ou au changement du service public de l'emploi, de la formation, du travail, de l'éducation. Le premier de ces principes est, je dirais, assez simple à formuler, mais difficile à mettre en œuvre. Il consiste à articuler étroitement l'action, qu'elle soit individuelle, collective, ou public, et la dynamique des connaissances. Le second principe est plus politique, et je dirais chez lui revenait à conjuguer l'engagement individuel et la responsabilité collective. Et à mon sens, c'est un peu la thèse que je voudrais défendre, c'est la convocation réitérée de ces deux principes généraux qui ont permis à Vincent Merle non seulement de faire avancer de nouvelles idées, mais en outre de commencer à les mettre en pratique à des échelles et à des degrés variés. C'est donc sous l'angle privilégié, comme je le disais en introduction, des idées tournées vers le changement, les réformes, que j'ai placé les quelques mots qui suivent. Donc j'aurai deux temps. Le premier, je l'ai intitulé « Se saisir des connaissances pour transformer la réalité sociale et politique », et le second, donc conjuguer engagement personnel et responsabilité collective. Sur le premier temps, ce lien entre connaissance et action, on peut le décliner d'une manière, je pense, assez claire autour des conceptions que Vincent avait forgées au fil du temps sur ce que sont ou ce que devraient être les diplômes comme les compétences. Et je trouve que c'est assez intéressant à rappeler. Donc, très rapidement dit, il avançait, et c'est une idée qu'il a portée, je dirais, très précocement, qu'un diplôme, je le cite, ne devrait pas seulement traduire un niveau dans une échelle de valeurs scolaires, mais les résultats d'un processus d'apprentissage alliant l'acquisition des connaissances nécessaires à l'action et la capacité de les mettre en œuvre dans des situations concrètes. Et je crois qu'il se l'appliquait, c'était vraiment une perspective qu'il s'appliquait à lui-même. De même, à propos des compétences, il s'agit de créer une tension permanente entre construction de la connaissance par l'action et construction de la connaissance dans la confrontation à des savoirs plus formalisés. Donc deux sources contribuent à l'élaboration des compétences, ce qu'apprend l'action, autrement dit l'expérience, et les savoirs de nature disciplinaire ou académique. Il s'agit précisément de croiser et de mixer pour rendre les personnes compétentes. Mais cette interaction, je dirais qu'il se l'est appliquée à lui-même, à ses propres projets. Et je trouve que l'impulsion qu'il a donnée à l'école Vaucanson, dans un contexte pour lui institutionnel et organisationnel très compliqué au sein du CNAM, je crois qu'on peut le dire comme ça, constitue sans doute la plus belle illustration de cette volonté de lier les idées et l'action. En effet, on peut le citer pour résumer l'objectif qu'il s'était donné avec cette école, et c'est d'autant plus d'actualité que l'école Vaucanson s'étend, prend une assise de plus en plus large. Il disait « Cette école accueille des bacheliers professionnels et cherche à les conduire jusqu'à Bac+5
entièrement par l'apprentissage. Ces jeunes ont appris un métier, ils l'exercent en entreprise tout en acquérant les connaissances et les méthodes dont ils ont besoin pour occuper un jour des emplois de responsabilité en entreprise. Nous ne cherchons pas à faire des clones des élèves de commerce ou d'ingénieurs, mais à développer une filière d'excellence pour des jeunes qui ont un fort potentiel, bien qu'ils ne soient pas passés par les filières de prestige de l'enseignement secondaire. Et je crois que c'était vraiment des idées qui l'animaient très fortement et qui étaient vraiment sa conception aussi du rôle de l'éducation. On voit là donc très clairement comment s'articulent des valeurs, promouvoir la diversité, l'excellence, ouvrir des espaces d'accomplissement et de liberté à des jeunes qui en sont trop souvent privés, des instruments originaux, une alternance au long cours, revisitant les usages habituels de l'apprentissage, et bien sûr des acteurs pleinement engagés dans les processus en cause, une équipe pédagogique qui était, c'était très intéressant à regarder le mode de fonctionnement de cette école, extrêmement disponible à l'égard de ses étudiants très particuliers, mais aussi coopérant étroitement avec les entreprises d'accueil et les jeunes eux-mêmes, qui ne sauraient être simplement des bénéficiaires d'une belle formule, mais des acteurs pleins et entiers de la construction par eux-mêmes de leurs compétences. Et bien évidemment, des entreprises qui ont pleinement joué le jeu donc, qui leur avait été proposé. Deuxième temps, la conjugaison de l'engagement personnel et de la responsabilité collective. Ça m'a beaucoup frappé en lisant un certain nombre de textes pour préparer cette intervention. Parce que nombre de propositions ou de préconisations que Vincent a formulées visent, et je le cite, à définir ce qu'est être un citoyen, un jeune en formation, un salarié, c'est ça la formule clé chez lui, qui est revenue dans plusieurs textes, un salarié libre et responsable. Très tôt, il a clairement distingué, je dirais, ce salarié libre et responsable du formé, du demandeur d'emploi, rendu responsable par la force des incitations et des obligations, rendu responsable de son employabilité. À rebours donc de la figure du travailleur ainsi responsabilisé, il fait dépendre l'articulation entre liberté et responsabilité de ce que j'appellerais, pour reprendre ces mots, une tension créatrice entre deux positionnements constitutifs, et c'était très ambitieux d'ailleurs, ces idées d'une relation salariale renouvelée. Donc, l'idée était que d'un côté, des engagements pour les personnes pouvaient être posées, effectivement, mais de l'autre, des exigences pour les entreprises devaient l'être dans le même temps sous la forme de règles de gestion et d'organisation. Et soulignons, puisque on est ici donc dans une université centrée sur les questions de formation, d'emploi, d'orientation, que ce sur quoi il mettait l'accent, et c'est finalement assez rare, c'était la relation d'abord formation-travail, emploi, bien au-delà de l'usuelle relation formation-emploi. Alors je vais essayer de l'illustrer très vite dans trois grands domaines de prédilection de Vincent, la formation tout au long de la vie, la VAE et l'alternance. Rassurez-vous, ça sera pas très long. Premier point, qu'est-ce que se former tout au long de la vie, si ce n'est, pour reprendre ces termes, construire sa liberté dans un cadre collectif. À l'évidence, note Vincent, la formation tout au long de la vie est une forte exigence pour chaque personne qui s'y engage. En effet, dans l'idéal, se former tout au long de la vie, c'est renoncer un peu à son univers d'appartenance, à sa communauté de travail ou familiale et se reconnaître comme membre d'une société où l'on construit ensemble les savoirs et leurs usages sociaux et économiques. Se former, c'est créer des liens sociaux dans le respect de la singularité de chacun. Se former, c'est expérimenter concrètement que l'insertion dans les relations collectives est bien souvent la condition d'une libre possession de soi. Mais cette orientation ne saurait être le fait d'un individu, d'un acteur individuel, pour ne pas dire isolé, et donc responsable de son employabilité, seul sur le marché. En effet, ces engagements individuels ne sauraient se concevoir hors la mise en place de règles collectives qui doivent, dans son esprit, je dirais, elles-mêmes être exigeantes pour les employeurs ou leurs représentants. Et là j'ouvre les guillemets, il disait « La notion de formation tout au long de la vie nous invite à donner autant d'importance aux conditions de développement personnel et professionnel dans l'activité elle-même qu'aux modalités d'acquisition formelle des connaissances. Une activité, notamment une activité de travail, n'est pas par elle-même productrice de connaissances, elle ne le devient que si les conditions de sa réalisation favorisent l'émancipation de la tâche à accomplir. » En effet, il considérait que la réussite de la formation se jouait en grande partie ailleurs que dans la formation elle-même.
dans la capacité de l'entreprise à accompagner, je le cite, les mutations identitaires, dans l'aptitude de l'encadrement à rendre lisibles les compétences attendues des salariés, dans les processus d'évaluation et d'identification des marges de progression possibles, dans la valorisation des acquis des salariés et plus largement dans sa capacité à faire évoluer les organisations en fonction des compétences acquises et non l'inverse. À ce titre, l'exercice des droits individuels à la formation pourrait ouvrir sous condition à une rénovation et même une refonte de la relation salariale. Il écrivait « Il n'est jamais le DIF », c'était à l'époque du lancement du droit individuel à la formation, n'est jamais qu'un argument de plus, un outil de plus donné aux salariés pour rentrer dans une relation qui est une relation de dialogue, de discussion sur la construction de son parcours. Il s'agit bien de construire et de construire ensemble des parcours de progression professionnelle. À propos de la VAE, ce qui est intéressant, c'est qu'il y voyait l'occasion de revisiter les professions et l'organisation du travail. Et on retrouve évidemment ce couple, exigence pour l'individu versus responsabilité des employeurs. Il rappelait d'emblée que, en préalable en quelque sorte, que la validation des acquis de l'expérience ne valide pas l'expérience, mais les acquis de l'expérience. Et souvent, il y a une confusion entre les deux, et je crois que c'était intéressant de faire ce petit rappel. Les candidats sont invités également à retracer comment s'est opérée l'appropriation de connaissances et la construction d'une posture professionnelle. Ce retour réflexif n'est sans doute pas possible a posteriori, au moment de la rédaction du dossier, si la personne n'a pas développé cette distance critique par rapport à son action lors de son expérience. Ça, c'était l'exigence posée à l'individu, au salarié, à la personne qui s'engage dans ce processus. Mais, c'est ça qui est tout de suite intéressant à noter, c'est qu'il estimait que cette démarche de validation pouvait conduire à transformer et à renforcer les processus de régulation de la profession concernée par la validation des acquis, en incitant à mieux cerner et expliciter ce qui définit le professionnalisme pour chacun des diplômes. Plus largement encore, il en appelait à combiner l'engagement du salarié dans ses compétences et des formes organisationnelles qui permettent à chacun de progresser dans ses compétences au prix de 3 exigences du côté de l'entreprise. Rendre lisibles les attentes de l'entreprise. Et il disait, je crois que la formule est assez forte, l'injonction « soyez compétent » ne marche pas si on ne dit pas compétent sur quoi et surtout pourquoi. Reconnaître les savoir-faire, si ces compétences sont acquises, elles doivent être reconnues, ce qui suppose évidemment qu'elles soient validées et mettre en place, je l'ai en quelque sorte déjà introduit au préalable, mettre en place des formes de co-responsabilité du salarié et de son employeur. Il faut bien dire son optimisme quant à l'installation de telles conditions, de ce qu'on pourrait appeler un développement professionnel, c'est d'ailleurs l'expression qu'il utilise, donc de ce qu'on pourrait appeler un développement professionnel des salariés était pour le moins mesuré. Il écrivait, il y a déjà un certain temps, les nouvelles formes d'organisation du travail, c'était il y a une dizaine d'années, ne favorisent pas toujours, loin de là, un véritable développement de la personne, ni l'émerveillement parfois naïf devant les vertus des apprentissages informels ou non formels. C'était en 2006, exactement. On retrouve cette prudence, mais aussi ses potentialités à propos de l'alternance entre école et travail. Il disait, certes, à long terme, l'alternance induit une forme de co-responsabilité sur la professionnalisation des jeunes. Mais il n'y a aucun effet magique à attendre des apprentissages en situation de travail et de la mise en tension des apprentissages scolaires avec ce qui est appris dans un cadre plus formel. Cette pédagogie est exigeante. Or, il y a une sorte de stagification de l'alternance qui ne peut que nuire à l'ambition de cette pédagogie. Il voyait d'ailleurs dans ce processus de stagification qui lui semblait particulièrement fort en France, précisément une dimension sociétale. Et il écrivait, plus fort est l'éloignement du système éducatif par rapport à la réalité des situations professionnelles, plus le stage devient le remède à tous les maux. Plus difficile apparaît l'insertion dans l'emploi, plus les stages apparaissent comme un moyen de mettre le pied dans le monde du travail sans être marqué du sceau du chômage de longue durée. On commence dès la 3e, on continue dans les cursus professionnels, on introduit des stages dans tous les cursus d'enseignement supérieur à vocation professionnelle, on multiplie dans des conditions légales tout à fait douteuses les stages hors cursus. Se développe à ses yeux un processus de déresponsabilisation qui confine à l'opportunisme. Trop de stages tuent l'alternance, y compris aux yeux des entreprises qui ont fini par voir là une main-d'œuvre d'appoint quasi gratuite ou qui ne voient pas pourquoi elles subiraient les contraintes imposées par les contrats en alternance alors que les stagiaires coûtent moins cher et sont beaucoup plus malléables.
Mais les causes de cette difficulté à articuler les engagements des jeunes, des formateurs et des employeurs, de son point de vue, étaient aussi à rechercher du côté de l'action publique. Et il me semble que ces propos que je vais introduire, qui datent d'il y a 5 ans, gardent toute leur actualité. Au nom de la lutte contre le chômage des jeunes, disait-il, on fixe des objectifs ambitieux, mais on ne s'assure pas réellement des conditions sociales et économiques de développement de cette modalité de construction particulière des parcours de professionnalisation qu'est l'alternance. Elle demeure largement tirée par l'offre des organismes de formation et peu intégrée dans les politiques de recrutement et de renouvellement des qualifications dans les entreprises. Il me semble que ces en tiennent à développer en fonction de pourcentage de la main-d'œuvre reste, je dirais, d'un gouvernement à l'autre, souvent une grande actualité. La diversité et la richesse de ce qu'a réalisé Vincent aurait permis d'aborder bien d'autres thèmes. L'orientation, la régionalisation de la formation, les politiques de l'emploi, les politiques de recrutement des entreprises. Thème, d'ailleurs, je signale, traité de manière très stimulante dans les années 80 par la publication d'un article, à mon avis, toujours très actuel, bousculant quelque peu l'idée reçue que combler les emplois vacants réduirait significativement le chômage. C'était un très bon article dans Travail et Emploi dédié à la question des difficultés de recrutement des entreprises et les fameuses pénuries de main-d'œuvre. Il y aurait donc là matière, en revisitant, reparcourant ces projets, à donc, je dirais, reconstruire ensemble bien des facettes de la relation formation-travail-emploi en se situant pleinement dans les débats et les enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi peut-être on pourra pour l'avenir essayer de faire converger ce qui est déjà à l'œuvre depuis longtemps ici, puis une idée qui avait, je dirais, germé dans les mois, les semaines et les mois qui avaient suivi sa disparition, qui était de lancer, d'organiser des journées Vincent Merle, et à l'évidence, c'est le lieu ici pour le faire. Merci. Alors, merci beaucoup Eric, à la fois pour cet hommage réflexif et cette piste hein, qu'on va mettre en discussion probablement au comité scientifique, de faire évoluer peut-être l'UFEO vers des journées Vincent Merle, ce qui pourrait être une belle idée dans un lieu qui précisément s'y prête à merveille. C'est que lorsqu'une école est plus égalitaire, les trajectoires sociales devraient être plus égalitaires. Or, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette idée reçue, comment elle se nourrit et comment elle se perpétue ?